Média vous propose Café Noir. Et c'est pour qui les cafés? Une émission présentée par Nadia Hadawi. Ça déménage. Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin dans le dernier Café Noir de la semaine Pierre Puchot, grand reporter à Mediapart et auteur du livre La Révolution confisquée, paru cette année aux éditions Sindbad. Bonjour Pierre Puchot. Bonjour. Alors, La Révolution confisquée, c'est donc la somme d'une année d'enquête de reportage que vous avez menée en Tunisie entre 2011 et 2012. Et vous basez aussi votre travail sur tout ce que vous avez fait pour Mediapart depuis mars 2008, en fait, la date de démarrage de Mediapart. Un travail de longue haleine, mais le 14 janvier 2011 précisément, une date que vous décrivez comme l'une des journées clés de ce siècle. Vous étiez dans un avion à destination de Berlin, Pierre Puchot. C'est quand même une petite ou une grande frustration, non? C'est une très grande frustration. Oui, en fait, j'avais écrit un article le 12 janvier pour Mediapart qui disait « Si Ben Ali tombait », qui est repris d'ailleurs dans le premier livre qui est paru en avril dernier, et qui décrivait les 7 raisons pour lesquelles il pouvait tomber, les 2 raisons pour lesquelles ça va être difficile, la police d'un côté, le ministère de l'Intérieur, et de l'autre côté, l'absence d'opposition politique. D'ailleurs, c'est 2 raisons dont on va parler, je pense, un peu plus tard, mais qui subsistent encore aujourd'hui, de problèmes qui subsistent aujourd'hui. Et puis je me suis dit ça va prendre 10 jours, peut-être 15 jours, quelque chose comme ça. Et donc je suis parti en week-end à Berlin, voilà, voir une amie. Et à la descente de l'avion, j'avais quelques messages de personnes hystériques qui me disaient qu'il était parti. Comme quoi l'instinct d'un reporter, ça peut parfois le trahir. C'est la géométrie variable, effectivement, l'instinct du reporter. Donc, vous reconstituez justement le récit de ce qui s'est passé ce 14 janvier 2011 grâce au recoupement de différentes versions, celle de l'ancien ministre de la Défense Grira, de Samir Tarhouni, chef de la brigade antiterroriste, de Ali Seriati, chef de la garde présidentielle, et de Ben Ali lui-même et son avocat qui vous écrit et vous répond à Mediapart. Et vous insistez là sur le climat de terreur instauré par les autorités pour se maintenir en place. Absolument. Dans ce puzzle-là que vous reconstituez, qui est encore à reconstituer, je pense, 2 institutions demeurent encore très opaques, vous le dites dans La Révolution confisquée, le ministère de l'Intérieur et l'armée. Pensez-vous que cette version donc, de ce qui s'est passé le 14 janvier 2011 est susceptible de changer si ces 2 citadelles viennent à s'ouvrir? Écoutez, changer à la marche peut-être, je pense qu'aujourd'hui on a les grandes... S'augmenter, bon. Pardon ? S'augmenter. Oui, s'augmenter, absolument. Ouais. Il y a encore des questions qui se posent. Malgré tout, je tiens à préciser que le 14 janvier, là, le premier chapitre du livre, c'est sur la base des documents que j'ai publiés sur Mediapart, qui sont les documents de la justice tunisienne, les PV, je l'avais publié à l'automne dernier. C'est des choses que n'importe quel lecteur peut retrouver en ligne, simplement en tapant. Voilà, ce sont des documents officiels. C'est avec tous les témoignages, Rida Grira. Tout Rachid Ammar, Larbi Nasra, tout le monde, quoi, tout le ministre de l'Information, Mohamed Ranouchi, tous ces gens ont témoigné à la justice tunisienne, et donc j'avais publié les PV de ces interrogatoires à la fin de l'année dernière. J'ai eu ensuite quelques petites choses pour compléter ce chapitre, c'est notamment l'interview d'Ali Seriati que j'ai réalisé pour le besoin du livre. Tout ça, au final, fait quand même un continuum autour de l'histoire, notamment de Samir Tarhouni, qui était sorti de sa réserve à la mi-août, qui est très, qui est très qui tient la route, et qui surtout, les témoignages se recoupent. Oui. On n'est pas du tout dans quelque chose de fantasmé ou qui servirait un clan ou un autre. C'est vraiment les personnages se recoupent. Il faut quand même savoir que par exemple quelqu'un comme Samir Tarhouni n'a pas du tout tiré le bénéfice de cette révolution et de son action. Aujourd'hui, il est toujours sur une voie de garage au placard, comme la plupart de ces hommes, dont certains d'ailleurs lui en veulent de ne pas essayer d'avoir mené jusqu'au bout son action publique pour avoir une promotion par ailleurs que viennent de recevoir les hommes d'une autre personne qui est beaucoup plus contestable et beaucoup plus contesté, qui s'appelle Taoufik Dimessi, qui lui est un des directeurs généraux du ministère de l'Intérieur. Donc en fait,
c'est pour ça que j'insiste sur l'existence de ces documents, parce que souvent on dit bon, il y a plusieurs versions, j'entends les gens qui disent ah c'est pas vrai du tout et tout. J'attends encore qu'on me montre une autre version que celle-ci, qui soit appuyée par des documents et par un travail d'aussi longue haleine que celle qu'a menée la justice tunisienne tout au long de l'année dernière. Bon, notamment, vous parlez des bévues de l'armée entre le 14 et le 15 ou le 16. C'est-à-dire que vu le climat qu'il y avait, Ouais. bon, maintenant c'est documenté, les Tunisiens savent bien, hein, puisque les gens qui étaient à la tête notamment des chaînes de radio et notamment à la tête du ministère de l'Information l'ont dit, on a fait de la désinformation, ils le disent dans le PV de l'audition, c'est noir sur blanc signé par l'auditionné, on a fait de la désinformation, on a instauré une sorte de climat de terreur dans la population tunisienne, en gros pourquoi ? Pour que les gens restent chez eux. Aussi. Ouais. Pierre Puchot, c'est métallonique et vous dites c'est lui qui est parti en Chine pour une mission inconnue ? Absolument. Ouais, donc il est quand même parti. Je ne sais ni pourquoi, ni pour faire quoi. Ça, c'est une ni information quand même. Il est parti, il est revenu aussi. Hein. Maintenant, il est en Tunisie, mais il faut se souvenir qu'il a été arrêté au lendemain de la Révolution également, qu'il a été détenu un certain nombre de temps, mais voilà, c'est pas du tout quelqu'un, encore une fois, qui a reçu une quelconque gratification au lendemain de cette révolution, contrairement à ce que j'entends dire aussi, et ce que je lis parfois dans les journaux, puisque parfois on écrit vraiment tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on fait un commentaire ou une analyse. Ouais, on se demande quand même l'analyse de ce qui a été les enregistrements audio que Grira a nié. Hein, pas tout à fait nié. Hein, oui, enfin tout le monde a nié. Tout le monde nie les enregistrements audio. Kamel Taïef a nié les enregistrements audio alors qu'ils ont été authentifiés. Ça a été décrypté par une boîte américaine. Absolument. Et puis jusque-là, on ne sait pas le rôle des Américains dans ce 14 janvier, ce fameux 14 janvier. Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Puchot ? Moi, je pense que on a, en fait, déjà commençons. Je pense qu'on prend tout à l'envers sur cette histoire de 14 janvier. Je pense qu'on prend tout à l'envers sur l'histoire de la période de transition, sur les milices du 9 avril, sur tous les grands sujets. On prend tout à l'envers. Au lieu de partir de ce qu'on sait pour essayer de poursuivre et d'essayer de tirer les fils, exactement ce que j'ai fait pour faire ce livre, parce que c'est la logique même, sinon on va nulle part. On se dit et si c'était et si c'était le Qatar, et si c'était les États-Unis, et qu'est-ce que c'est ici, et qu'est-ce qu'on a là. Je pense que on peut pas raisonner comme ça, on peut pas faire du travail d'investigation de journaliste comme ça, même si la version qu'on a ne recouvre que 95 ou 96 ou 90% de la vérité, je ne sais pas combien, voilà, c'est toujours un progrès, on progresse toujours. Moi j'aurais attendu par exemple à la suite de la publication des enquêtes sur le 14 janvier qui ont quand même eu un écho assez considérable, puisque enfin je veux dire, mon article était sur le plateau de Nesma TV quand ils interviewaient Tarouni, je veux dire c'était ça les bases, c'était les documents quoi, donc c'était les documents qui étaient la base des interrogatoires, je veux dire des journalistes. J'aurais attendu que les journalistes, les investigateurs, ceux qui se disent oui voilà, je cherche, je doute de la version qui est présentée, qui prennent cette base-là pour essayer de trouver. Moi, j'aimerais bien savoir aussi. Au bout d'un moment, j'ai fait ce travail pour savoir. Il reste quelques zones d'ombre que les journalistes qui font de l'investigation dans ce pays s'en saisissent. Il y en a plein, vous dites qu'il y en a plein encore. En tout cas, il y a beaucoup de gens. La brève arrestation de l'Arbi Nasra, la mort douteuse du policier Lasmer Sabel, c'est plein de. Ah non, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir, évidemment, mais je pense qu'une seule personne ne peut pas. D'ailleurs, je ne suis pas une seule personne, j'ai été aidé par beaucoup de monde, beaucoup de Tunisiens qui souhaitent faire savoir la vérité, qui ont été autant de sources précieuses. Mais je veux dire, un seul enquêteur, un seul investigateur ne peut pas, à lui seul, faire la lumière sur tout. C'est pour ça que justement, ce serait bien que les gens qui doutent de cette version dans les cafés, dans les éditoriaux, à l'antenne des radios, se disent bon voilà quoi, je doute, donc je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé et je vais essayer d'éclairer les zones d'ombre. Ce serait utile comme travail, je trouve. Oui, en fait, ce qui est intéressant dans votre livre, Pierre Puchot, c'est que vous faites la lumière sur certaines choses et vous désignez les trous noirs. Enfin, c'est ça, on peut pas tout. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses, sur lesquelles l'assassinat de ce policier. J'ai souligné ça. J'ai pas eu le temps de travailler dessus, c'est compliqué. J'ai encore des questions, moi-même, évidemment, y compris sur le 14 janvier. J'ai assez peu travaillé finalement sur la matinée du 14 janvier, parce que bon, il y a tout un épisode de l'hélicoptère que peut-être les auditeurs connaissent, mais qui mériterait d'être un peu plus investigué. Bon, moi j'attends aussi de lire.
Pierre Pucheux, donc dès les premiers chapitres, les 2 premiers chapitres du livre, vous démontrez clairement qu'après le départ de Ben Ali, donc le pouvoir politique s'est maintenu dans la continuité et a ignoré les attentes portées par la révolution. C'est Kamel Gendoubi qui le dit, hein, c'est pas moi en l'occurrence. Ouais, mais bon. Je le précise parce que j'ai pas voulu que ce soit un livre de commentaires. J'ai voulu que ce soit un livre que les gens qu'on fait cette transition, voilà, tout le monde vous a dit la même chose. Tous les gens qui ont fait en fait cette période de transition, hormis quelques personnes, puissent témoigner, puissent dire leurs sentiments, puissent avoir un regard critique sur cette période de transition. On a tellement vu des commentaires, des livres. Enfin, combien de livres sont parus depuis la Révolution ? La plupart, c'est des livres de commentaires. Voilà, moi j'avais besoin de factuels et de témoignages pour l'histoire. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. C'est vraiment pour que ce soit un livre témoignage pour l'histoire et pour éclairer ce qui se passe maintenant. Bon, donc c'est Kamel Gendoubi qui dit ça sur l'histoire de la continuité. Il y a Cédric Merdouk aussi qui vous dit l'establishment gagné, ceux qui ont récupéré le pouvoir ne sont pas les révolutionnaires. Donc pour moi, il y a quand même une question que je voulais vous poser. Cette peur de l'élite, que tout le monde se ligne, est-ce que vous pensez qu'elle a été pour beaucoup dans cette continuité de l'establishment ? Je pense qu'elle a été pour beaucoup. Je pense que les gens qui aujourd'hui, enfin qui il y a un an appelé au maintien de Mohamed Ranouchi par exemple au Premier ministère, y compris pendant Casbah 2 et tout ça. Je pense que ça c'est des gens qui sont clairement qui avaient peur de quelque chose, qui avaient peur du chaos, qui avaient peur de perdre, je ne sais pas ce qu'ils avaient peur de perdre, une certaine peut-être position sociale, ils avaient peur de l'incertitude, voilà, c'est clairement quelque chose qui a freiné en fait cette transition politique tout au long de l'année dernière. Moi, juste examinons les faits une seconde. Qui est-ce qui s'est occupé de la transition politique en Tunisie, de la transition révolutionnaire? C'est l'ancien Premier ministre de Ben Ali d'un côté, puis ça a été quelqu'un qui a un rôle important dans le Destour et qui a été un membre actif du RCD, qui a aujourd'hui 84 ans. Au bout d'un moment, pour une révolution menée par des jeunes des régions pour des raisons économiques et sociales, on peut se dire qu'il y a quand même un petit souci de casting quand même. Rien que ça. Après, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui et la manière dont les gens se sentent dépossédés de cette révolution et tout ça, moi je pense qu'il faut vraiment regarder les choses en face et se dire que cette confiscation de la révolution, elle tire son origine du 14 janvier au soir et des jours qui ont suivi, c'est-à-dire dans l'absence de la volonté politique des 2 gouvernements de transition successifs d'opérer les changements essentiels en termes de justice transitionnelle, en termes de rapport économique et social. Voilà. On pouvait peut-être pas tout faire en 1 an et demi, mais on a quand même perdu une année de ce point de vue. Ouais, vous revenez d'ailleurs sur le travail des 2 commissions qui ont été désignées par Ben Ali lui-même d'ailleurs, avant qu'il parte. Désignés, c'est-à-dire ils ont l'idée venait de Ben Ali. De lui. Ouais. Oui. Et vous évoquez aussi les incohérences de la justice, notamment vis-à-vis d'anciens symboles de l'ancien pouvoir, Takeri, Malouen Mabrouk et Djileni, les anciens ministres et conseillers qui n'ont pas été interrogés par la justice. Malouen Mabrouk a été interrogé, mais à la marge et très peu de temps par rapport à d'autres qui... Moi, je me pose une question simple. Vous demandez pourquoi c'est seulement Khalel qui est détenu en ce moment, oui, par exemple. Voilà, c'est clairement Abdallah Khalel et Ali Seriati ont à répondre de leur participation au régime de Ben Ali, mais enfin, ils ne sont pas les seuls. Où sont les autres ministres de l'Intérieur ? Où sont tous les autres gens qui étaient avec lui ? Par ailleurs, Ali Seriati, on l'a mis en prison pour des raisons de complot, des choses absurdes, comme quoi il aurait établi un complot pour comment dire, à la suite de la Révolution, le 14, enfin voilà, pour prendre le pouvoir. C'est complètement absurde, il a été blanchi de tout, il demeure en prison. Moi, j'attends qu'on lui pose les vraies questions. Pourquoi avez-vous été directeur de la Sûreté ? Pourquoi avez-vous été avec Ben Ali si longtemps ? Moi, je lui ai posé la question, hein. Il répond, il me dit j'avais posé ma démission en 2 minutes, elle n'a pas été acceptée. Donc après, libre à chacun quand on n'accepte pas sa décision de partir. Moi, je ne considère pas que ce soit une excuse. Mais enfin, néanmoins, au moins, j'ai ma réponse. Pourquoi est-ce que la justice tunisienne ne s'intéresse pas à ces questions-là ? Pourquoi est-ce qu'elle n'agit pas sur ça ? Pourquoi est-ce que quelqu'un comme Eddy Djileni
récupère ses avoirs dès la fin avril 2011, alors que le procès des martyrs n'a toujours pas trouvé son terme 1 an et demi après. Qu'est-ce que c'est que cette justice et qu'est-ce que c'est surtout que cette absence de réforme de justice 1 an et demi après la Révolution? On est vraiment dans l'absurde, et je pense que les gens qui se disent démocrates aujourd'hui et qui étaient aux commandes du gouvernement de transition devraient être un peu plus modestes et se regarder un peu en face et se dire qu'ils n'ont pas fait grand-chose pour que la justice de ce pays progresse pendant le temps qu'ils étaient au pouvoir après le 14 janvier. Ouais, vous revenez également sur les affrontements, disons les confrontations qui ont eu lieu entre l'instance de la Révolution de Ayad Ben Achour et le gouvernement Sepsi. Et là, vous donnez quelques petits détails très intéressants, notamment sur l'article 15 et l'article 8. Avec le temps, je me perds un peu dans les articles. Sur les magistrats, ouais. Oui, sur les magistrats, sur la désignation des magistrats et sur également l'interdiction des cadres du RCD. Ce qui s'est passé, dans les lecteurs pourront lire le livre pour voir les grandes lignes, mais ce que raconte Yad Ben Achour, c'est qu'en gros, l'interdiction des cadres du RCD pour 23 ans, c'était ce que la commission Ben Achour avait proposé, et qu'ils ont appris à la dernière minute en fait que c'était réduit à 10 ans. Ouais. Donc ça inclut un vrai clash, dit Yad Ben Achour, entre le Premier ministre et la commission, qui s'est senti un petit peu ridicule, et donc ils ont fait un maximum de travail pour pouvoir finalement trouver un compromis, ne pas mettre de date, ce qui revenait du coup à revenir à la création du RCD, et donc à considérer que c'était bien les 23 années qui étaient comprises. Bon, c'est encore éclairant de quelque chose. C'est Yad Ben Achour lui explique que pour lui, Kaïd Sepsi n'était pas du tout favorable à la création de ces commissions. Néanmoins, quand il est arrivé au pouvoir, elles étaient déjà là, donc il a dû faire avec. Et il explique que Kaïd Sepsi est un homme qui a une conception de l'État fort. Une ancienne conception, donc. Une ancienne conception. Encore une fois, c'est un livre d'histoire sur la période de transition, mais je pense que ça nous éclaire aussi un petit peu sur la période qu'on est en train de vivre, et peut-être on peut parler un petit peu d'ailleurs du ministère de l'Intérieur. Oui. Et ça aussi, je pense que l'enquête, parce que c'est tout un chapitre, éclaire un peu sur la période qu'on est en train de vivre, sur les incertitudes. Ouais, j'ai beaucoup de questions à poser. En fait, le ministère de l'Intérieur, c'est un gros morceau. Vous revenez même sur ce que vous dit Riyad Ferjeni, sur le lien organique qui lie ce ministère notamment aux médias et aux journalistes. Donc ça, c'est vraiment un repère très, très important dans ce que vous avez écrit dans ce livre. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi de croiser les sources, pas avoir uniquement comme source des policiers, des enquêteurs, des investigateurs, mais aussi des gens qui regardent ça d'un peu plus loin, d'une autre chapelle, si je puis dire, qui donne un autre son de cloche. En l'occurrence, un sociologue des médias qui regarde attentivement et qui, le moins qu'on puisse dire, c'est que il a suivi ça depuis un moment, et qui explique tout simplement qu'à l'antenne, et d'ailleurs encore aujourd'hui, du JT et tout ça, on lit in extenso des communiqués du ministère de l'Intérieur chaque jour. Donc voilà, ça suffit à comprendre que le lien est très fort. Le lien entre le ministère de l'Intérieur aujourd'hui et les médias, c'est quelque chose qui est très 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 important, et qui fait qu'on a pratiquement, je sais pas moi, pour des éditorialistes qui se disent très au courant, voilà, on sait très bien qu'ils sont en lien direct avec leur petit ami le policier, qui leur raconte leur version, y compris sur le 14 janvier, qui est souvent très très éloigné de la réalité. La question que je me pose, c'est comment est-ce que ça marche ? C'est-à-dire comment est-ce qu'un journaliste peut croire des choses quand il n'y a pas de preuves, quand il n'y a pas de documents, et peut nier les preuves, les documents. On en revient au 14 janvier. Moi, j'ai un petit peu de questionnement là-dessus. Ouais. Quel est le rôle du journaliste dans ce cas-là ? Le rôle des journalistes, c'est de douter, mais le rôle des journalistes, c'est aussi d'avancer, il me semble, dans l'investigation. C'est un peu dommage qu'on n'avance pas dans l'investigation. Oui, d'ailleurs, quand vous parlez de la terreur semée pendant la période du 14 janvier, vous dites que les médias ont contribué à la limite à transmettre ça sans même se poser la question. Ils le disent parce qu'à force d'habitude. C'est pas moi qui le dis, c'est dans les PV d'audition de la justice tunisienne, contresignés par les gens. C'est le directeur c'est le ministre de l'Information, c'est le directeur de la chaîne de télé. Voilà, bon, c'est noir sur blanc. Encore une fois, sur le site Mediapart en accès libre, tout le monde peut les lire, ces témoignages-là. Surtout, il faut acheter le livre parce qu'il y a une continuité sur tout votre travail, et c'est intéressant
à voir et à relire, hein, parce que avec la distance, on revoit ça d'une autre manière en fait aujourd'hui. Bah, j'espère, Oui. mais après, il y a quand même On se pose d'autres questions hein, aussi. on se pose d'autres Surtout. questions. Il faut quand même remarquer aussi que la plupart des gens que je cite dans le livre sont encore là, hein. Oui. Donc c'est pas du tout quelque chose, je sais plus qui est-ce qui me disait, maintenant il faudrait peut-être le réactualiser, mais j'ai le malheur de dire que par exemple au sein du ministère de l'Intérieur, tous les noms que je cite sont encore là, hormis Hichem Medeb qui a pas le même rôle qu'il avait il y a 4 mois. Quand on parle de Taoufik Dimessi par exemple, Oui. peut-être on peut y venir, et de son lien en fait avec une certaine police que beaucoup de policiers eux-mêmes que j'ai interrogés désigne comme police politique, c'est-à-dire un corps entre 600 et 1000 hommes, j'ai pas pu chiffrer exactement, de policiers en civil qui agissent directement sous ses ordres pour faire on ne sait pas trop quoi avec les deniers publics. Ça existe encore aujourd'hui en Tunisie. Voilà. Quelques jours après la sortie de votre livre, Pierre Puchot, les syndicats de la police tunisienne justement ont dénoncé la justice militaire. Croyez-vous que votre livre est pour quelque chose? Ils ont appelé à la déconfiscation de la révolution. Donc voilà, moi aussi j'appelle à la déconfiscation de la révolution. J'ai trouvé ça intéressant que ce syndicat, donc ce second syndicat de policiers, oui, vous en parlez dans le livre. Voilà, sorte de sa réserve, parce que je pense qu'il est important de comprendre qu'il n'y a pas des corps constitués irrémédiables finis. Il y a des hommes qui essayent de se battre au sein de ces corps pour dire il se passe des choses, c'est compliqué, on a un devoir de réserve, mais néanmoins on veut faire bouger les choses. Semir Feriani, il faisait aussi partie de ce corps. Donc, Vous revenez d'ailleurs sur la confrontation entre les EI et les civils, les EI, c'est-à-dire la tenue. Ouais, c'est intéressant ça les aussi. Civils qui sont notamment les hommes de Taoufik Dimessi dont on parlait, voilà, et qui sont pas des gens qui sont comme ça, qui œuvrent. Et le rôle de Kamel Taïf là-dedans aussi. Et le rôle de Kamel Taïf qui m'a été encore une fois, moi je ne suis pas tunisien, j'arrive dans ce paysage le 16 janvier 2011 après avoir été mis à l'écart et mon site interdit depuis 3 ans, donc je découvre tout ça, et quand je suis allé au ministère de l'Intérieur, je suis pas allé au ministère de l'Intérieur, mais j'aurais bien aimé d'ailleurs, mais aucun de ces hommes-là n'a accepté de me parler. Quand j'ai rencontré des hommes du ministère de l'Intérieur de tous les clans, peut-être pas de tous les clans, mais de beaucoup de clans, eux m'ont toujours confirmé cette information, effectivement, qu'il y avait un lien très fort entre Taoufik Dimessi et Kamel Taïf. Pour faire quoi exactement, c'est assez difficile de savoir très précisément, mais que le lien existait et que l'un se servait de l'autre en permanence pour faire progresser leurs propres intérêts. Oui, ça c'est sûr. Je pourrais produire quantité de témoignages là-dessus. Oui. En suivant l'évolution de Nahda Pierre Puchot, vous constatez les maladresses à la fois de ce parti inexpérimenté politiquement, mais aussi de ses adversaires. Selon vous, à quoi devrait mener, comment voyez-vous la confrontation qui se passe actuellement entre Assemblée constituante et gouvernement et les partis qui sont dedans, Troïka y compris? À quoi ça va aboutir, puisque ça continue, c'est-à-dire tous les jours il y a de nouvelles choses qui sont en train d'arriver. Non, mais c'est-à-dire que d'une certaine manière, Narda, CPR et Takatol, ils jouent leur rôle. C'est-à-dire qu'eux ont fait une campagne, plus ou moins, c'est-à-dire que pour Ben Jaafar, ça a consisté à surtout ne trop rien dire en public, ne pas s'exposer et puis parler un peu à tout le monde. Pour le CPR, au contraire, c'était être sur tous les fronts, y compris le front Semir Feriani. Quand même, Marzouki était le seul à aller voir le ministère de l'Intérieur quand Semir Feriani s'est fait arrêter le 29 mai 2011. Ça, c'est quand même, il faut le noter, c'est important. Ouais. Puis Narda, Narda a gagné les élections et essaie de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Il faut rappeler que c'est Arabou qui était son avocat. C'est ça, qui était l'avocat de Semir Feriani. Oui. Après, moi, j'essaye en ce moment de moins regarder la Troïka, et en fait, je frémis depuis un certain meeting de Monastir en me disant, en entendant le discours d'une certaine partie des gens, de quelqu'un dont on a beaucoup parlé déjà dans cette interview, Jikaïd Sepsi. Les néo-bourguibistes, vous voulez dire? Voilà, c'est ça, cette espèce de néo-bourguibisme qui consisterait à dire c'est absolument formidable ce qui s'est passé il y a 50 ans, refaisons ce qui s'est passé il y a 50 ans.
c'est quelque chose qui est largement partagé. Il faut auprès d'une certaine élite tunisoise et de la côte. Omar Sabou, par exemple, du Maghreb, explique bien dans son premier éditorial, et il me l'a dit d'ailleurs en face à face. Moi, je veux terminer ce que Bourguiba a commencé. Je ne sais pas où on va aller comme ça avec cette idée que c'est la bouée de sauvetage des élites, c'est ça? C'est la bouée de sauvetage idéologique des élites. On est quand même en 2012. Est-ce qu'on croit vraiment qu'à l'ère d'Internet, à l'ère de la démocratie participative, à l'ère de la révolution tunisienne, à l'ère d'une époque où il y a un besoin de rééquilibrage économique des régions, est-ce qu'on croit vraiment qu'on va convoquer la figure d'une sorte de père fondateur comme ça, immémoriel et fini et complet d'il y a 50 ans pour faire que ce pays aille de l'avant? Moi, je ne crois pas du tout. Moi, je crois qu'il faut s'appliquer à justement à faire ressortir les forces de ce pays qui sont intéressantes et qu'on a mis sous le boisseau depuis le 14 janvier en gardant des gens comme Mohamed Ranouchi et Béji Caïd Sepsi. Donc quand je dis que je ne regarde pas la Troïka, je regarde justement ces gens-là, comment est-ce qu'ils se débrouillent pour faire une opposition. C'est pas évident. C'est pas évident parce que ils restent prisonniers de petites guerres internes, de petits cheffaillons, de gens qui... il y a un député qui propose quelque chose d'assez rigolo. Il dit, pour se débarrasser de ça, pour se débarrasser des petits cheffaillons qui veulent tous être président de la République, pendant 12 mois, on va en mettre 12 dans la Constitution. La première année, on en mettra 12. Un président par mois. Et puis voilà, après Khlas, on peut enfin faire de la politique et parler programme, et voilà. Bon, moi je pense que la vraie question aujourd'hui, elle est dans l'opposition politique, et j'attends de voir. Je vois qu'il y a des petits recoupements, je vois qu'il y a une espèce de sorte de putsch au PDP, je vois qu'il y a Tajdid qui essaye de regrouper des gens autour de lui, avec notamment des gens du PTT. Il y a des petits regroupements comme ça, des petits frémissements. J'espère que ça va aller loin et qu'on va pouvoir avoir un débat actif sur ça, sur le rôle de l'opposition, quelle qu'elle soit, de droite, de gauche, mais enfin qu'elle soit capable de proposer un programme. Ouais. Bon, j'ai pas le temps de poser toutes les questions. Je dis aux éditeurs de lire le livre, de l'acheter. Vous revenez sur le décalage entre les régions de la Tunisie, qui commence très tôt, dites-vous, avec la politique touristique. Ça, c'est un point très important aussi. Mais je voudrais revenir, Pierre Puchou, excusez-moi. Vous commencez donc votre livre avec 2 citations, l'une de Jacques Chirac et l'autre de Béji Caïd Sepsi, toutes les deux sur la bouffe, sur le manger, sur le pain. C'est quand même étonnant que vous ayez pu mettre en connexion ces deux politiques. Je pense que c'est ce qui fait un petit peu mal, c'est-à-dire que la citation de Jacques Chirac, on la connaît, la première liberté c'est de manger, et de ce point de vue, bon voilà, j'ai pas besoin de... Elle est prononcée, je me souviens plus, en 2003, c'est ça, ou en 2005 En 2003 à Tunis. Voilà, c'est ça, en 2003. Béji Caïd Sepsi prononce sa phrase, peut-être vous pouvez la lire, je pense que pour la mémoire, lorsqu'une personne a faim et demande à manger, vous ne lui donnez que ce dont elle a besoin, vous ne lui donnez pas davantage, sans quoi elle pourrait en mourir. C'est pourquoi nous procédons étape par étape. Ça, c'est le 3 octobre. C'est cynique comme... Non seulement c'est cynique, puis je crois que ça donne un peu une idée du personnage et de sa conception de la démocratie, puisque c'est ces gens-là qui se disent regroupons les démocrates, c'est ces gens-là qui s'autoproclament démocrates. Quand même, cette phrase, elle n'est pas prononcée avant le 14 janvier 2011. Elle est prononcée, elle paraît dans une interview au New York Times le 3 octobre 2011. Plusieurs mois après la Révolution. C'est comme ça qu'on compte, avec ce regard un peu comme ça condescendant, qu'on regarde le peuple tunisien qui a fait quand même une révolution qui restera dans l'histoire et qui a entraîné après tous les développements qu'on sait, même s'ils sont parfois en difficulté comme en Égypte ou en Syrie. Ouais, justement. C'est ça qu'on a offert au peuple tunisien, c'est la condescendance. Moi, je crois pas. Je crois que maintenant, il faut un peu se rebrousser les manches et porter un vrai programme politique et plus se considérer comme ça, comme héritier d'un père fondateur que personnellement j'ai pas connu et j'ai pas envie de connaître sa réplique ou son imitation. Voilà, moi j'ai envie de connaître autre chose. Oui, Pierre Puchou, justement, vous parlez de la Syrie, vous êtes reporter Maghreb et Moyen-Orient pour Mediapart et on espère vous avoir une prochaine fois parce que vous couvrez aussi l'Égypte, la Syrie, la Libye, l'Algérie, je crois aussi. Bah oui, je vais en Égypte. Donc, je voudrais revenir aussi avec vous sur la question de l'opinion publique dans ces pays-là. Même en Tunisie, vous parlez beaucoup dans ce livre de l'opinion publique, comment elle est malléable, comment elle est manipulable et comment, en même temps, elle peut intervenir dans toutes les décisions politiques qui ont eu lieu. C'était une discussion que j'avais avec Riyad Ferjani il y a quelques mois et que j'ai revu pendant mon séjour ici, c'est-à-dire que lui me disait s'il y a un point commun au monde arabe,
à part l'alphabet, c'est l'absence de prise de considération par les pouvoirs et les dictatures de l'opinion publique dans leur gestion des affaires de l'État. Ouais. Moi, je lui dis, je t'ai cité à maintes occasions là-dessus, parce que je trouve que c'est très très intéressant, y compris pour expliquer la période de transition et ce qu'on vient d'entendre sur Béjic Aïd Sepsi, sa façon de considérer que l'État fort, etc., etc. Néanmoins, quelque chose qui me donne beaucoup d'espoir et dont on ne parle pas assez, c'est ce qui s'est passé le 9 avril. Le 9 avril, à la suite des manifestations, l'avenue Bourguiba est fermée aux manifestations, les gens sortent, les gens manifestent, les gens disent voilà, c'est pas possible, c'est privation des libertés publiques, il se passe ce qui s'est passé, mais le lendemain, l'avenue Bourguiba est réouverte. Ça veut dire que... Moi, je vais bousculer un peu Pierre Puchot, parce qu'on a... Ça veut dire qu'on peut bousculer comme ça les lignes rouges encore en Tunisie, ça veut dire qu'il y a quand même une démocratie qui est je voulais parler de construire. votre premier livre, Tunisie, une révolution arabe, aux éditions Galad, avec un avant-propos de Edoui Plenel, préface de Ladia Nasraoui et postface de Saber Mansouri, un historien tunisien helléniste, qui écrit lui aussi l'islam confisqué, manifeste pour un sujet libéré. J'espère vous avoir la prochaine fois que vous reviendrez en Tunisie. Pierre Puchot, merci d'être venu dans Café Noir et à lire absolument La Révolution confisquée pour tenter de comprendre l'enquête sur la transition démocratique en Tunisie de Pierre Puchot. Merci Anis. Tout de suite les infos avec Nourine Belmansour. Au revoir. Café Noir. Et c'est pour qui les cafés? Une émission présentée par Nadia Hadawi. Ça déménage.